sortira de la transition initiée depuis le 30 août 2023 après la prise de pouvoir par le Comité pour la restauration des institutions de la République. À ce jour, le gouvernement de la République a indiqué la date de la prochaine élection présidentielle prévue donc pour le 12 avril 2025. 8 candidatures ont été retenues et parmi ces candidatures, il y a celle de Joseph Lapensée Essingone. Il a d'ailleurs accepté notre invitation pour cette émission 52 minutes pour convaincre. Avec ce dernier, nous reviendrons bien sûr sur les raisons de sa candidature, les 3 piliers de son projet de société, sa vision pour le Gabon post-transition. Mais permettez-moi tout d'abord, monsieur le candidat, de vous souhaiter la bienvenue dans ce studio, mais également à ceux qui nous regardent. Mais avant, Joseph Lapensée Essingone, au cadre de l'administration fiscale gabonaise, est né le 21 novembre 1972 à Lambaréné, c'est dans la province du Moyen-Ogooué. Fils d'Émile Zué et d'Albertine Nyamba Ndotom, il est depuis le Conseil des ministres du 28 décembre 2023 inspecteur des services adjoints à la Direction générale des impôts. Joseph Lapensée Essingone a effectué ses études primaires et secondaires à l'école catholique de Misanga Njolé, c'est toujours dans la province du Moyen-Ogooué, au collège d'enseignement secondaire de Njolé et au lycée d'État de l'Est-UR. Titulaire d'un baccalauréat série B en 1994, il décroche une maîtrise en droit public à l'université Omar Bongo, puis un master en finances publiques à Lyon. C'est en France. Monsieur le candidat, pendant ces 52 minutes, avec vous, nous reviendrons sur les éléments sus-mentionnés, mais d'entre de jeu. Quelle est la présentation que vous faites du candidat que vous êtes aujourd'hui, au-delà de ce que nous avons fait comme présentation? Bien, merci. Déjà, pour compléter la présentation, il faut quand même présenter les formations post-universitaires qui ont beaucoup contribué pour que j'acquière les compétences qui vont me permettre de redresser notre État qui est en mauvaise situation aujourd'hui. Bien, je suis bien content d'être parmi vous et je pense que si je suis là, c'est parce que je suis bien le candidat de la situation. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette candidature? C'est vrai, vous le dites, vous êtes le candidat de la situation, mais qu'est-ce qui motive votre candidature? Bien, ce qui motive ma candidature, c'est parce que, comme vous le savez, l'ancienne classe politique a échoué, notre pays a été mal gouverné et il se retrouve aujourd'hui dans une situation paradoxale, c'est-à-dire un pays qui a beaucoup de ressources naturelles que beaucoup de pays nous envient, et avec une paupérisation galopante de son peuple. Alors, cette classe politique ayant échoué, je pense qu'après la transition, il faut bien qu'elle passe le relais à la nouvelle classe politique que je incarne. Une classe politique bien formée, qui a une expérience professionnelle affirmée, qui connaît bien le pays, donc une classe politique qui ne vient pas de l'étranger et qui appréhende bien les problématiques des Gabonais. Et c'est ce que je fais, c'est ce que vous retrouverez dans mon projet de société. Donc une classe politique préparée, n'est-ce pas, à la gestion de la chose publique. Pourquoi maintenant, mais pas avant? Parce que les problèmes du Gabon et des Gabonais sont connus. Problème d'adduction en eau potable, sur le front social, tous ces problèmes sont connus. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas une candidature par exemple en 2016, une autre peut-être en 2023 et autres? Pourquoi maintenant? Il faut bien un début à toute chose. Hein. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais été intéressé par la politique avant, parce que ce qui se faisait pour moi n'était pas attrayant, c'était plutôt répulsif. L'ancienne classe politique était caractérisée par le mensonge, une gestion indélicate des finances publiques. En tout cas, les Gabonais avaient perdu toute espérance et fort heureusement, la forfaiture de 2023 a été arrêtée très rapidement par les militaires qui ont ouvert une période de transition. Donc il est normal qu'après cette période de transition, une nouvelle classe politique prenne le relais pour résoudre les problèmes que l'ancienne classe politique n'a pas su résoudre. Alors, on le sait au Gabon, lorsque l'on est nommé en Conseil de ministres, cela relève de la discrétion du chef de l'État. Dans votre cas, vous avez été nommé depuis décembre 2023 par le président et d'ailleurs candidat à cette même élection présidentielle. N'avez-vous pas de crainte à ce jour lorsque vous décidiez de déposer votre dossier de candidature? Non, ça aussi c'est une culture politique qu'il faut apporter au Gabon. Il ne faut pas croire que parce qu'on est nommé en tant que haut cadre, on doit être obligé, n'est-ce pas, d'être derrière le chef de l'État. Lui-même, candidat aujourd'hui, il ne s'est pas contenté de continuer à rester chef de l'État. Il faut bien qu'on parle de quelque chose. Moi, j'aurais été chômeur, que j'aurais été candidat aussi.
Bon, il se trouve que... Sauf que vous n'aurez pas eu les 30 millions de francs CFA, permettez-moi de vous le dire, hein, tout de même. Oui, je n'aurais pas eu les 30 millions de francs CFA, mais il y a des candidats qui ont été recalés, non? Mais ils ont quand même été candidats. En même temps, ce n'étaient pas des chômeurs. Non, ce n'était pas des chômeurs, c'est une façon de vous dire que j'étais franchement déterminé à faire partie de la nouvelle classe politique parce que pour moi, je vous le dis franchement, Ouais. si cette transition débouche sur le retour au pouvoir des gens qui ont mis le pays dans ce chaos généralisé là, c'est qu'on aura fait tout ça pour rien. Si cette transition débouche sur l'accès au pouvoir de ceux qui ont géré la transition, ça voudra dire qu'on n'était plus dans un coup de libération, on était dans un coup d'État parce que la volonté, ce serait la confiscation du pouvoir. Mais si cette transition débouche sur l'accès au pouvoir d'une nouvelle classe politique, la nouvelle classe politique que j'incarne, au moins on aurait tourné une page importante de l'histoire de notre pays, une page sombre de l'histoire de notre pays. Et les acteurs seraient clairement identifiés et vous auriez, dans un premier temps, ceux qui ont géré le pays et qui l'ont mis dans le chaos, c'est-à-dire les gens qui ont servi le système Bongo-PDG, donc Bongo père et Bongo fils. Vous auriez ceux qui ont géré la transition et vous auriez ceux qui vont gérer le pays durant les 7 prochaines années. Si je vous comprends bien, et d'ailleurs les Gabonais ont besoin de comprendre, avant qu'on aborde d'autres questions liées justement à votre ambition, est-ce à dire aujourd'hui que le candidat que vous êtes a pour objectif de faire partir de la prochaine élite politique du pays en allant à cette élection sans avoir l'ambition de remporter ce scrutin? Ah non, moi j'ai l'ambition de remporter. Parce que vous parlez beaucoup plus de nouvelles classes politiques. Non, on peut ne pas être président au Gabon, mais faire partir désormais de cette classe politique. Non, ça c'est au cas où... On sait comment les anciens candidats ont souvent fini au Gabon. Oui, de toute façon, il y aura une nouvelle classe politique, ça c'est clair, parce que ce processus démocratique qui a commencé en 90 a commencé avec des gens qui aujourd'hui sont suffisamment âgés, d'autres sont décédés et tout ça. Mais le pays ne va pas s'arrêter, il y aura toujours des hommes politiques. Mais moi, je suis candidat pour être président de la République. Et vous y croyez? Mais bien sûr. Quelle est votre base politique à ce jour? Mais il ne s'agit pas de base politique. Ceux qui avaient les bases politiques, est-ce qu'ils gagnaient les élections? Ils trichaient. Et donc vous comptez aussi tricher? Mais non, je ne compte pas tricher. Je sais qu'il y a une vraie demande aujourd'hui. Le peuple gabonais veut tourner la page. Le peuple gabonais veut quelqu'un de neuf. Le peuple gabonais ne veut plus reposer ses espoirs sur les mêmes qui sont partis à la mangeoire, qui ont détruit les pays, qui ont rempli les comptes bancaires et qui reviennent en sauveurs. Le peuple gabonais ne veut plus de ça. Et c'est pour cela que, même s'ils ne l'expriment pas publiquement, parce qu'ils se disent que nous sommes encore dans une dictature et que chacun protège son petit bout de pain, comme on nous a toujours enseigné dans ce pays, mais au niveau des urnes, il s'est exprimé son mécontentement. Donc, ce qui s'est passé en 2023 a été salué. Pourquoi? Parce que le peuple savait qu'on avait renversé son vote. Et le peuple croyait que ceux qui avaient fait cela allaient tourner définitivement la page du système Bongo-PDG, mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, je viens permettre au peuple d'avoir quelqu'un qui n'a pas eu de lien avec le système Bongo-PDG et qui a les compétences nécessaires pour diriger le pays. Parce que vous, M. Agaya, si vous m'interrogez aujourd'hui, si vous êtes journaliste, je suppose que vous avez fait une école de journalisme. Et moi aussi, je veux être candidat à l'élection présidentielle parce qu'on m'a aussi formé à ce métier-là, la gestion de la chose publique. Moi, j'ai quand même fait l'école du pouvoir, vous savez que c'est dans mon CV. Alors, on n'a pas fait toutes ces formations-là pour qu'on soit incapable de gérer le pays. Pourquoi M. Macron pourrait être président en France, pourquoi pas M. Senghor? On a tous fait l'école du pouvoir. Sauf que la France, ce n'est pas le Gabon. Bien sûr que la France, ce n'est pas le Gabon, mais la France n'a pas commencé qu'à être au niveau où elle est là. C'est des gens qui se sont battus pour que la France soit là. Et il faut aussi que nous comprenions, nous Gabonais, que nous devons nous battre si nous voulons que notre pays soit cité comme un exemple. Comment voulez-vous comprendre qu'au Sénégal, au Bénin, tout ça, on a des alternances par les urnes? Là-bas, on ne nomme pas aussi les cours constitutionnels, là-bas, on ne nomme pas aussi les ministres. Mais pourquoi là-bas, on arrive à cette alternance par les urnes et pourquoi pas au Gabon? Ça veut dire que nous sommes les plus minables d'Afrique? Je ne crois pas. C'est la question à laquelle vous tentez de répondre, mais justement, monsieur Lapensée et Sigone, pour d'autres candidats, ils ont dû sillonner l'intérieur du pays, aller rencontrer les populations. Est-ce que ça a été le cas pour vous avant le dépôt de cette candidature? Ou alors vous comptez sur la Providence? Oui, ils ont sillonné le pays et quel était leur accueil? Les gens qui se font lancer les cailloux? Je crois que ça dépend de qui vous parlez. Hein. Non, mais quel était l'accueil? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que même dans les bas-fonds du Gabon, les gens savent que ce pays a été mal gouverné et ils veulent voir autre chose. Ouais. On a vu comment le référendum, vous savez très bien que le taux d'abstention était très élevé.
Ça veut dire que le message n'est pas passé parce que les Gabonais savent que aujourd'hui, ça à quoi on assiste, c'est un retour en force du système Bongo PDG qu'ils ont cru, qu'ils ont condamné et qu'ils ont cru voir disparaître. Or, ce n'est pas le cas. Est-ce que les Gabonais aujourd'hui ont besoin même de lire nos projets de société-là? Les Gabonais savent ce qu'ils veulent. Ils veulent tourner la page du système Bongo PDG. Voilà la commande qu'il faut respecter. Vous, président, vous parviendrez à éteindre un système de plus de 50 années d'existence en moins d'un an de magistère? Mais l'histoire de l'humanité est faite de systèmes qui se créent et qui meurent. Il n'y a pas de système éternel. Le système Bongo PDG n'est pas plus fort que le système de l'apartheid. Donc moi je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Et puis je ne suis pas de ceux qui se contentent de faire des critiques dans les maisons. Il fut un temps où je ne faisais pas la politique parce que je trouvais que ça n'était pas intéressant. Ouais. Aujourd'hui je suis dans l'arène et je ne suis pas venu pour blaguer. Vraiment, moi, tout ce qu'on va décrire là, l'école, l'emploi, moi le pays m'a tout donné. Vraiment, vous avez bien lu que ma mère, Nyamba Albertine, était ménagère Aérotrag. Alors j'ai grandi avec mes grands-parents, notamment qui étaient conducteurs de camions Aérotrag. Mais il y avait un État qui était là. Ouais. Un État qui permettait à tous les enfants du pays de pouvoir réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, cet État n'existe plus. Et ça me désole. Moi, je veux revenir à ça. Parce que je ne veux pas laisser ce pays-là à mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous, monsieur Agaya, vous pouvez avoir des moyens, mais Dieu peut vous appeler à tout moment. Et quels deviennent vos enfants? S'ils sont à l'étranger, qui va s'occuper d'eux? On n'arrive même pas à payer les bourses de nos enfants à l'étranger. C'est les grèves et tout ça, là, machin. Moi, j'ai des enfants à l'étranger qui sont boursiers. Mais pour qu'ils vivent, c'est moi qui envoie encore l'argent. Parce que les bourses ne sont pas régulièrement payées. Ce n'est pas cet État qu'on va laisser à nos enfants. Moi, je veux l'État qui m'a envoyé en France. D'accord. Moi, j'avais ma bourse en France. Je n'ai jamais fait une grève pour avoir ma bourse en France. Donc, c'est cet État-là que je veux laisser à mes enfants. D'accord. Alors, parlons un tout petit peu de corruption, puisque vous semblez être le candidat de la rupture. Comment comptez-vous lutter contre ce fléau vieux de plus d'une décennie au Gabon? Mais vous savez très bien que ce fléau n'est pas tombé du ciel. On était dans un système où on prenait le mouton brut là où il est attaché. C'est-à-dire qu'il y avait au niveau, la volonté politique de l'époque, c'était pour que les gens soient des voleurs et pour les tenir. Alors moi, ce n'est pas ce que je viens mettre en place. D'accord. Vous proposez quoi, concrètement? Mais le mérite, récompenser le mérite. Récompenser le mérite. Par quel mécanisme? Mais récompenser le mérite, c'est quoi? Ça veut dire que ceux qui travaillent bien, n'est-ce pas? Il faut les récompenser. Et ceux qui travaillent mal, il faut les sanctionner. On ne peut pas être dans un pays... C'est déjà entendu. Oui. Monsieur la pensée Singone. Ça, c'est vrai, c'est déjà entendu. On a entendu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, par exemple. Oui, mais ce que vous dites est tout à fait juste. Mais qu'est-ce qui manquait avant? C'était la volonté politique. En toute chose, dans tous les pays du monde, c'est la volonté politique. Et bien moi, je vais apporter la volonté politique parce que moi, je ne veux pas avoir autour de moi des gens qui ne me ressemblent pas. Des gens qui prennent leur promotion à cause des ethnies, des gens qui prennent leur promotion à cause du régionalisme. Moi, je n'aurai pas de poste par ethnie, par... voilà. Hein. On ne dira pas qu'il y a un poste pour les femmes, un poste pour les Akélés, un poste, voilà. Les régies financières, ce ne sera pas la charge de garder de certaines ethnies et tout cela. Hein. Ce sont tous les Gabonais, n'est-ce pas, qui m'auront montré leur capacité à m'accompagner dans ma volonté de redresser le Gabon, qui seront à mes côtés. Hein. Comment cela se fera, monsieur la pensée Singone? Mais ça se fera. Je m'interroge, je suis sûr que les Gabonais qui nous regardent s'interrogent. Mais ça se fera de manière très simple, comme font tous les autres pays. Dites-nous, s'il vous plaît. Mais un président élu, il fait comment? Donald Trump a fait comment? Il est venu avec une équipe, non? Des gens qu'il connaît, des gens qu'il lui-même sait que celui-là, il n'a pas falsifié les diplômes, comme on fait ici. Et donc vous récompenserez vos amis, ceux qui... Non, mes amis, tous les gens que je connais ne sont pas mes amis. Moi, je peux vous identifier comme un bon journaliste et vous confier la communication. Ça ne veut pas dire que vous êtes mon ami. On peut être un bon journaliste sans avoir le mérite d'avoir une bonne gestion pour le secteur de la communication. Oui, ce que vous devez retenir, c'est que moi, je vais nommer les gens à partir des compétences qui sont les leurs. Que ce soit des gens que j'ai personnellement connus dans le passé ou pas. On a vu en France, par exemple, lorsque le président Macron devient président de la République, il n'avait pas de parti politique, tout ça, mais pour nommer les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des appels à candidature. On a auditionné les gens, on a regardé les CV des gens, on les a vérifiés. Et donc vous ferez des appels à candidature? Je vous donne un exemple.
de désignation objective des gens qui doivent assumer des responsabilités. C'est un peu ce qui se passe actuellement au Gabon à l'ère de la transition. Oui, mais vous savez qu'il y a beaucoup de CV qui ont été démantelés, ça vous le savez. C'est peut-être à vous d'informer les Gabonais. Non, vous. Puisque vous le dites avec autant d'aisance. C'est vous les journalistes, c'est votre mission. Moi, ma mission, c'est venir dire ce que je veux faire du Gabon. Maintenant, vous savez très bien que beaucoup de gens ont été nommés là et ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils n'étaient pas ceux-là qu'on croyait qu'ils étaient. Donc ça, ce n'est pas à moi de faire ça, je ne suis pas venu là ici pour ça. Je viens pour dire aux Gabonais ce que je compte faire pour eux, parce que ces Gabonais-là sont impatients. Ils ont assez attendu. Je ne sais pas l'âge que vous, M. Agaya, vous avez en 90, quand nous avons cru que c'est la fin du parti unique. Moi, j'étais déjà au collège. On pensait que le parti unique étant... On allait maintenant être ce pays-là où on pouvait dire ce qu'on pense. Pas là où on parle en cachette. Là où on est capable de dire que oui c'est non et non c'est oui parce que je ne veux pas qu'on sache ce que je pense de telle ou telle chose, parce que mon travail est en jeu, parce que ma famille est en jeu. Non, nous voulons être comme les pays que nous admirons. Voilà, les pays où se cachent aujourd'hui la plupart de nos activistes, parce que là-bas, la critique est tolérée, la liberté d'expression est vérifiée. C'est toutes ces choses-là que je vais amener ici. Moi, je suis pas allé faire les études en Occident pour que tout ce qu'on m'a enseigné là-bas ne s'applique pas chez moi ici. Moi aussi, je veux être dans un pays où il y a la liberté d'expression. Demain, si je ne suis pas élu par les Gabonais, il faut bien que je retourne dans mon administration comme inspecteur central des impôts. Ça ne devrait pas poser problème. Alors que beaucoup de gens veulent m'accompagner, mais ils ont peur. Se dire, ah, mais lui, il est courageux, il est ceci. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est de m'entourer des gens qui voient la vie comme moi. Comme on dit, qui s'assemblent, se ressemblent. Je ne veux pas faire, je n'ai pas avec moi des incompétents, des menteurs, des gens pour qui seul l'argent compte. Non. Pour un pays comme le Gabon, d'à peine 2 800 000 habitants, comment vous ferez pour avoir de véritables personnes qui soient épris de cette volonté que vous avez de faire du Gabon un pays mieux géré? Bien, j'ai quand même l'avantage d'avoir fait l'école longtemps. Hein. Des Gabonais comme moi, il y en a. Hein. Et c'est peut-être la 10e fois que vous le dites. Hein, les Gabonais comme moi, il y en a. Moi-même, avant d'être candidat, vous ne me connaissez pas. La preuve, c'est le grief qu'on me fait là. Et il n'est pas connu, il n'est pas connu. Mais comment je pourrais être connu en politique alors que je n'en faisais pas? Il y a aussi beaucoup de Gabonais qui sont comme moi, des cadres compétents, qui étaient gênés de ce qui se faisait et qui n'étaient pas candidats. Hein, dans des élections législatives, tout ça, où rien de bon ne se faisait. Donc, moi, les Gabonais qui pourront m'accompagner, je les connais. Je les connais. Je ne vais pas les citer ici, mais je les connais. Attendez que je sois président et vous allez voir comment on va vider toute la vieille classe politique là qui ment la population matin, midi et soir là, très rapidement. Et donc, vous allez avoir de nouveaux Gabonais? Non, c'est des Gabonais qui existent déjà là, mais qui n'ont pas accompagné le régime. Qui trouvaient que c'était pas, le régime ne faisait pas ce qu'on attendait de lui. Le régime ne nous valorisait pas. La marque Gabon était devenue une honte. C'est-à-dire quand vous étiez Gabonais, c'était devenu une honte. Moi, j'ai connu dans tous les pays que j'ai visités des gens qui me parlaient franchement du Gabon. Des gens qui vous disent que lorsqu'ils sont allés au Gabon, ils croyaient qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Parce qu'ils entendaient Gabon, 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 Gabon. Mais quand on arrive là-bas, mais c'est la désolation. C'est la désolation. Alors, est-ce que vous croyez que ça faisait chaud au cœur d'entendre ça, que votre pays, c'est le pays vraiment des totaux, vous avez tout ce que les autres pays pleurent et vous êtes incapable de transformer votre pays? Non. Est-ce le cas aujourd'hui, depuis août 2023? Est-ce que ce tableau, ce sombre tableau que vous dressez demeure le même? Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé en un an et demi? Selon vous? Mais rien n'a changé. Que je vous pose. Mais rien n'a changé. Mais je vais vous le dire très franchement, monsieur Agaya. Si moi, Senghor, j'étais convaincu que le pays se redressait, n'est-ce pas, je serais resté aux impôts tranquillement. D'accord. Parce que j'ai encore presque 10 ans de carrière. Mais ce que je vois là ne me rassure pas. Vous voyez, on a été au nombre des premiers candidats retenus, au nombre des 4 que nous étions. Vous voyez bien que j'étais le seul qui représentait la Nouvelle Espérance. Donc, si je n'étais pas là, supposons qu'on s'arrêtait aux 3 premiers, mais ça veut dire qu'on devait organiser tout ça pour que les mêmes villes encore dirigent le pays. N'est-ce pas une forme de changement
d'une véritable démocratisation du Gabon qui se dessine à l'horizon lorsque votre candidature, vous le dites si bien, être tenue au milieu d'autres cadors politiques avec une expérience que vous, peut-être, vous n'avez pas? Non, je suis d'accord avec vous, contrairement à ceux qui croient que si on est là, c'est parce que c'est le candidat de la transition qui a payé nos cautions, qui a fait qu'on soit là pour venir faire diversion. Vous, au moins, vous comprenez que il y a une brèche qui s'est ouverte. C'est une question. Hein. Oui, non, dans votre question, il y a des éléments de réponse et c'est une bonne question parce que c'est clair, les Gabonais. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une brèche qui est là et il faut qu'on s'engouffre dans cette brèche parce que toutes les évolutions se font comme ça. Moi, je pense que si j'ai pu être candidat, c'est que je peux aussi être président. Donc, je ne peux pas raisonner comme à l'ancienne pour dire que non, tout est pipé, parce qu'on voit les groupes animation ici et là, des associations ici et là, pour fuir, quoi, pour se résigner et pour aller pleurnicher dans les maisons en disant qu'ils ont encore triché, alors qu'on n'a même pas éprouvé le processus. Moi, je suis là pour éprouver le processus, puisque je crois à ma victoire. Donc, je ne peux pas commencer à fuir comme si j'avais déjà vu quel danger devant moi. Non. Pierre Claver Maganga Moussabou, pour ne pas le citer, a été candidat de multiples fois, mais il n'a jamais été président de la République au Gabon. Oui, il n'a jamais été candidat, mais... président. Il n'a jamais été président, effectivement. Il a toujours été candidat. Moi, je suis de ceux qui, au lycée, quand j'étais au lycée d'État de l'Estuaire, lorsque Maganga Moussabou est venu après l'élection de 93 au lycée, j'étais de ceux qui sont allés l'accueillir, l'applaudir, parce qu'il était parmi les plus jeunes. Et ce monsieur-là, qu'on le veut ou pas, était toujours dans l'arène, il venait toujours dans le combat, jusqu'à ce que son âge vienne de l'éliminer là. De toute façon, chacun a son destin. Il n'avait peut-être pas un destin présidentiel, mais il avait le mérite de toujours dire non. Parce qu'il aurait pu faire comme les autres, rentrer dans le PDG et puis aller parler du PDG aux Gabonais qui le respectaient. Il n'a jamais fait ça. Bon, chacun a son destin, chacun a son histoire. Il a lutté comme bon nombre, parce qu'il n'est pas le seul à ne pas avoir été président, puisque le régime Bongo PDG confisquait toujours le pouvoir. Maganga n'a jamais battu les Bongos, mais ceux qui battaient les Bongos, c'était le même résultat. Donc, moi, je salue, permettez-moi de saluer cette année, parce que je me souviens encore au grand jury, il fait partie des gens que je suivais avec les Nangema et tout ça, Divungi, Diding, et tous ces anciens-là qui sont encore vivants, Mbabe Sol, Divungi, Diding et tout ça, vraiment qu'ils reçoivent ici l'expression de ma gratitude. Si je suis candidat aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils ont accepté de commencer ce combat-là en 93. Et peut-être l'espérance qu'ils vous accompagnent, pourquoi pas, durant cette période électorale? Bien, ce serait bien. Ce serait bien, effectivement, parce que je m'inscris dans le combat qu'ils ont commencé. D'accord. Je ne prétends pas venir commencer un combat, non, mais l'histoire de l'humanité est comme ça. Même dans la Bible, ce n'est pas Moïse qui a commencé à libérer le peuple et qui l'a amené jusqu'à la terre promise. Il y a des relais qui se font. Mais il ne faut pas qu'on soit là à dire que comme je n'ai pas été président, je préfère que ça se gaspille. Non. Non, je crois qu'il y a une solidarité intergénérationnelle parce que la nation gabonaise se compose, si je prends la définition juridique de la nation, surtout la définition, qu'elle soit française ou allemande, la nation se compose des morts, des vivants et de ceux qui ne sont pas encore nés. Donc nous sommes tous dans une chaîne de solidarité, d'accord? Le Gabon, n'est-ce pas, va rester, nous sommes de passage. Donc chacun de nous fait ce qu'il peut et ne doit pas s'arroger le monopole de la lutte. Moi aussi, je ferai tout ce que je pourrai, mais si l'âge ne me permet pas d'être président, je vais soutenir ceux qui viendront après moi. D'accord, merci à vous. Je rappelle que vous êtes Joseph Lapensée et Singone, vous êtes candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. En deuxième partie de cette émission, nous aborderons les questions d'éducation, des questions d'économie également, puisque dans votre projet de société, il y a assurément des points qui sont importants pour les Gabonais, parce qu'ils doivent savoir à quel futur président de la République ils auront affaire si au soir du 12 avril, ils ont fait le choix de Joseph Lapensée et Singone. Restez des nôtres, l'émission 52 minutes pour convaincre se poursuit. La suite dans une poignée de secondes. A tout de suite.
Madame, Messieurs, deuxième partie de cette émission 52 minutes pour convaincre avec le candidat à l'élection présidentielle Joseph Lapensée-Essingone, qui est d'ailleurs candidat indépendant, qui a accepté notre invitation. Monsieur Joseph Lapensée-Essingone, parlons un tout petit peu d'éducation, mais vous me permettrez de vous poser la question. Hein. Connaissez-vous le Gabon profond? Connaissez-vous les 9 provinces du Gabon alors que vous êtes candidat à cette élection du 12 avril prochain? Bien, je ne connais pas les 9 provinces du Gabon. Je connais plusieurs provinces du Gabon, les provinces dans lesquelles j'ai été parce que mes parents m'y ont amené. Oui. Voilà, moi je n'ai pas été le type de fonctionnaire qui va dans toutes les provinces parce que moi je travaille pour l'administration fiscale et dans toutes les provinces, mais on m'a toujours affecté à Libreville. J'ai fait un tour quand j'étais directeur provincial dans le Goué maritime. Mais professionnellement, j'ai essentiellement travaillé à Libreville. Maintenant, dans le cadre familial, oui, je connais le Wellington, je connais le moyen de Goué chez moi, je connais le Goué maritime. C'est essentiellement ces provinces-là que je connais. J'ai envie de vous rappeler que vous êtes candidat à cette élection présidentielle et donc vous serez le président de tous les Gabonais. En ce qui concerne le système éducatif de ce pays, par exemple, le manque d'infrastructures scolaires se pose avec acuité. Des enseignants sont parfois affectés dans l'arrière-pays sans que des logements décents n'y soient construits. Comment parviendrez-vous à améliorer justement cette situation si vous êtes élu président? Bien, d'abord, il faut retenir qu'un être humain ne change que les choses qui le choquent. Moi, ce que vous me dites là me choque parce que déjà, lorsque je vais chez moi en Djolé, quand je vais visiter l'école catholique de Missan, qui m'a donné les bases de l'éducation, je suis au regret de constater que les enseignants vivent maintenant dans les salles de classe. Vous voyez à quel niveau on a réduit l'enseignant dans notre pays. Comment on va avoir une élite si les gens qui forment cette élite-là sont clochardisés comme ça. Donc ça me choque, c'est des choses que je vais changer très rapidement. Moi, quand j'étais enfant, une année scolaire, ce n'était pas 5 mois, ce n'était pas 4 mois, ce n'était pas émaillé de grève d'enseignants et tout ça. Une année scolaire, c'était 9 mois. L'école commençait en septembre, ça finissait en juin. Je vais remettre ça très rapidement en place. Il n'y a pas de raison qu'on attende des grèves des enseignants pour commencer à dire que ces grèves ne sont pas justifiées parce qu'on est en train de traiter leur dossier d'intégration. On n'attend pas les grèves pour traiter les dossiers d'intégration des enseignants. Donc, il faut comprendre que l'ancien système avait cette volonté-là de garder les Gabonais en captivité. C'est pour cela que les gens ont été clochardisés dans toutes les administrations. Pourquoi les gens sont devenus des agents publics? Parce qu'il fut une certaine époque où être un agent public, ça conférait de la fierté. Aujourd'hui, être un agent public, c'est quasiment devenir un clochard. Ne vient aujourd'hui à l'enseignement que celui qui ne peut pas venir aux impôts comme moi ou qui ne peut pas aller à la douane. Alors, ce n'était pas comme ça avant. Les gens choisissaient les carrières par vocation. C'est ça que moi, je veux ramener. Parce que ce qui se fait là, ça n'honore pas le pays. Et il faut arrêter ces choses-là très rapidement. Moi, si je suis candidat, c'est d'abord à cause des enseignants. Notre système éducatif, je sais ce qu'il était dans les années 80, je sais ce qu'il est devenu. Donc, je sais à peu près, si je ne peux pas faire mieux, parce que peut-être ça va demander des efforts, mais pour revenir à ce qui se faisait, je pense qu'on n'a pas besoin Joseph Lapensée-Essingone, est-ce que ce n'est pas abstrait ce que vous dites? Oui, c'est bien, vous le dites, vous changerez les choses, mais vous les changerez comment? On parle quand même d'éducation. Êtes-vous allé à Mabanda, par exemple, à Nzenzele? Les problèmes de Mabanda, à Medoune, à Mimvoul, les problèmes de Ndjolé, l'OIM sont les mêmes. Les enseignants, aujourd'hui, lorsqu'ils sortent de l'école normale supérieure, on les affecte, alors que l'État, qui est leur employeur, les affecte à Boué, à Lastouville, à Koulamoutou, ne les transporte plus. Avant, ce n'était pas comme ça. L'employeur te recrute à Libreville pour des besoins qu'il veut satisfaire à Boué. Il faut bien qu'il t'amène à Boué. Mais il n'a pas... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux enseignants? Il faut qu'ils aillent d'abord eux-mêmes là-bas, prendre les prises de service, sans un rond en poche, pour venir monter ça au trésor, où ils sont torturés comme c'est la première fois qu'ils montent un dossier pour être intégrés dans la fonction publique. Mais ces choses-là, il faut les arrêter très rapidement. Hein? Pourquoi on ait une école de qualité, c'est quoi? Il faut d'abord qu'on ait un corps enseignant. Il faut d'abord qu'on ait des gens qui ont été bien formés à ce métier, qui aiment ce métier. Il faut que les enseignants vivent de leur métier. Il faut que l'enseignant ne soit pas là comme un pirate pour les parents d'élèves. Non,
c'est pas pour arrondir ses fins du mois, il va inventer les cours de soutien ad vitam aeternam parce qu'il sait très bien que les enfants sont mal formés, lui aussi vit mal pour rejoindre les deux bouts. Les mêmes enfants qu'il doit former, il ne les forme pas bien, mais il veut bien les former quand ils viennent au cours de soutien. C'est sûr, il faut arrêter ça très rapidement. Comment vous ferez? Mais parce que je vais d'abord valoriser l'enseignant. D'accord. Je ne ferai pas de l'enseignant clochard. L'enseignant, lorsque on dit travail égal salaire, on ne peut pas vous recruter aujourd'hui. Vous faites travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avant que vous ayez votre rémunération. Ce n'est pas possible, on développe de mauvaises habitudes. Pourquoi, lorsqu'on a une grève dans le privé là-bas, même les pétroliers qui sont les mieux payés du pays, quand ils ont une grève, quand ils boutent des avantages, l'État va résoudre leurs problèmes là-bas. Mais lui-même, employeur, les agents publics qu'il gère sont dans le chaos, ils ne trouvent pas de solution. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous connaissez la masse salariale aujourd'hui de la fonction publique en tant que candidat? Est-ce que vous avez les chiffres? Est-ce que j'ai envie de vous demander où est-ce que vous trouverez les moyens pour apporter toutes les solutions auxquelles vous faites allusion? Bon, tout ça c'est prévu dans mon projet de société. Je ne sais pas si j'ai le droit de tout déballer là. Il ne faut pas qu'on m'accuse d'avoir commencé la campagne sur la campagne. Moi, dans mon projet de société, je sais très bien qu'aujourd'hui, l'État gabonais est suffisamment endetté parce que la dette est une ressource. On a beaucoup utilisé, surtout les régimes qui se sont succédés là depuis 14 ans, ont beaucoup utilisé la dette. Aujourd'hui, notre capacité d'endettement s'est considérablement réduite, même si j'ai appris par la presse qu'on a épongé toute notre dette avec la Banque mondiale et tout. Bon, je suppose que si on éteint cette dette-là, on est parti s'endetter ailleurs. Parce que je ne sais pas, en un an là où on a trouvé des moyens qui nous ont manqué pendant des années pour passer comme ça, comme un coup de bâton magique, plus on n'a plus de dette. Alors qu'on était incapable de la payer il y a encore un an. Hein? Il y a encore un an, on allait encore s'endetter. Bon, soit. Mais moi, je ne ferai plus avec la dette. Du moins, la dette ne sera pas ma principale ressource. Je suis fiscaliste, ça ne vous a pas échappé. Donc, on va plus faire ce qu'on appelle en fiscalité, élargir l'assiette de l'impôt. Parce que moi, j'ai quand même été directeur de la législation du contentieux dans ce pays. J'ai lu pas mal de contrats. Je ne suis pas là pour venir travailler des secrets professionnels. Bien sûr. Je suis assermenté, mais devenu président, n'est-ce pas? Je sais les dossiers que je vais traiter en urgence pour créer les recettes additionnelles parce que je sais tous les cadeaux fiscaux qu'on a fait. Vous savez, on était dans une situation où on préfère aller torturer le petit commerçant, là, le petit type qui a son bar au rond-point de Nzanyon, en Kembo et tout ça. Et ceux qui profitent de nos richesses, on leur donne presque tout cadeau. Ce n'est pas normal de faire ça. Il faut rééquilibrer les choses. Si on pouvait le faire hier parce qu'on n'avait pas trop de besoins, ou bien ce qui tombait au niveau de la caisse de l'État était suffisant pour permettre d'assumer un certain nombre de dépenses. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de recettes. Voilà. Donc, il faut arrêter quelque chose qui a montré ses limites. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on veut attirer les investisseurs qu'on va permettre aux gens de créer, de s'enrichir sur notre territoire en nous donnant une portion congrue de ce qu'ils amassent comme richesse. On ne peut pas nous vendre des taux de croissance. Vous voyez, quand on vous parle d'un taux de croissance qui s'améliore, ça veut dire que la création de richesse s'améliore. Mais cette création de richesse doit se sentir, n'est-ce pas, au niveau des populations par l'amélioration de leur bien-être. Si vous avez un contraste entre l'amélioration de la création de richesse et la paupérisation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est des choses que moi, je viendrai résoudre. Si l'on s'en tient à ce que vous venez de donner comme explication sur la base de votre projet de société, pourquoi n'avoir pas fait ces propositions-là, par exemple à la transition, que vous-même vous avez d'ailleurs salué en première partie de cette émission? Mais je vais faire ces propositions en tant que qui? Je n'étais pas le ministre de l'économie. En tant que citoyen gabonais? Ah, mais non, il y avait un ministre de l'économie. Mettez-moi ministre de l'économie. Bon, s'il m'avait mis ministre de l'économie, oui, il aurait fait ça. Vous aurez fait mieux? Ben, bien sûr. Est-ce que votre place ne serait peut-être pas en tant que ministre plutôt que président de la République? Non, 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 parce que vous savez, le problème avec l'administration, moi j'ai été collaborateur longtemps. D'accord. Si celui qui décide en dernier ressort ne sait pas de quoi on parle, même vous l'expert, on peut vous tourner en ridicule. D'accord. Donc, je sais que président, je serai plus à l'aise. Parce que personne n'ira dire au président que faire attention avec les Senghor. Il vous tend un piège, il vous crée des grèves, il vous faire ceci, cela. Non, je serai moi-même le président. Et je parlerai, voilà. Moi, je ne serai pas le président qui serait incapable de lire les états financiers des entreprises. Je ne serai pas le président qui serait incapable de lire les contrats. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous tentez d'expliquer? Ce que je tente d'expliquer, c'est que lorsqu'on est soi-même président de la République, n'est-ce pas?
et qu'on a la volonté politique qui va avec, vous pouvez mieux faire des choses que lorsque vous êtes à un cran inférieur et que pour faire ce que vous voulez faire, vous êtes obligé d'attendre que l'autre exprime sa volonté politique. C'est qu'on vous donne le OK pour faire ça. Vous voyez de deux choses, de deux positions, mieux vaut avoir la position où on décide en dernier ressort. Et moi, président, je sais déjà les dossiers pour lesquels plus personne ne va me dire que non, ça c'est un dossier censé, ne touche pas à ce dossier-là. J'ai envie de vous demander, est-ce à dire que si vous n'êtes pas élu président, ces questions par exemple de fiscalité et autres sur le plan économique ne trouveront pas de solution puisque vous avez l'expérience nécessaire et la connaissance nécessaire? Non, si je ne suis pas président, mais je ne vais pas obliger les autres de venir m'écouter. Ils auront peut-être leurs spécialistes qui leur donnent des conseils ou autre. Vous avez vu... Sauf que ça ne semble pas marcher depuis le début de la transition, voilà, vous semblez le dire. Mais justement, il y a un exemple. Pourtant, il y a un ministre, il y a eu des ministres, il y a des ministres. Mais je vais vous prendre un exemple concret que vous connaissez, nous tous, nous avons suivi ça par la presse. Alors, le président de la transition convoque les agents de la SCG pour s'expliquer sur des questions de délestage intempestif et tout ça. Et puis, il dit lui-même que je suis venu vous voir. Vous m'avez demandé d'acheter les groupes. Donc, j'ai acheté les groupes. Les groupes sont arrivés, il n'y a personne pour pouvoir les allumer. Mais, vous voyez des situations comme ça. Qui a monté ce dossier-là? Et on a été... C'est qui les responsables? On ne nous a pas dit les gens qui ont trompé le président comme ça, là. N'est-ce pas? C'est ça le problème. Lorsque vous devez décider en dernier ressort et que vous validez des choses parce que vous faites confiance à des gens, si vous n'avez pas la capacité de les contrôler, si vous n'avez pas la méthodologie qu'il faut pour éviter qu'on vous fasse signer des faux dossiers, mais ça va arriver, ces choses-là vont continuer. Hein? Vous trouvez ça normal? Mais ces gens-là, c'est qui a été sanctionné? Quels sont ces gens qui ont le courage d'amener le président de la République à acheter des groupes? Donc ça veut dire qu'on a dépensé de l'argent plus pour rien. Aujourd'hui, on m'a dit maintenant que c'est des bateaux qu'on paye à des milliards qui nous alimentent le courant. Et je dois vous rappeler que moi, en disant où j'habite, je me lève encore la nuit quand il y a des coupures de courant, parce que ce n'est pas totalement terminé ces histoires de coupures de courant. Donc vous voyez bien que c'est toujours mieux d'avoir un chef d'État qui a cette capacité-là. C'est-à-dire que moi, j'ai été formé à la gestion de l'État, comme on vous a formé au journalisme. Je ne sais pas, lorsque vous avez fait une école d'administration comme moi en France, si j'étais français, donc j'étais formé pour servir n'importe quelle administration, pas seulement l'administration fiscale. Parce que moi, je sers l'administration fiscale parce que j'ai fait l'école des impôts actuellement Ferrand. Voilà, c'est l'école des impôts que j'ai d'abord. Mais j'ai renforcé mes compétences. Alors, si je vous parle aujourd'hui que je peux gérer l'État, je ne suis pas sorti d'un jour et puis je suis venu vous dire ça. C'est après une formation avec des compétences requises, tout ça, en ayant travaillé, en ayant été responsabilisé. Ce ne sera pas mon premier poste, ma première fonction. J'ai quand même géré les fonctions sensibles de cet État. J'ai quand même représenté l'État gabonais dans une vingtaine de pays. Donc ce n'est pas... Et durant les 14 dernières années en plus. Non, moi je travaille pour l'administration fiscale depuis Bongo Père, depuis plus de 20 ans. Non, je veux situer les choses dans leur contexte, hein, parce que vous avez beaucoup plus évoqué les 14 dernières années en portant certains griefs. Oui, les 14 dernières années... Pour rappeler que finalement, est-ce que le candidat relève des frustrations qui sont nées et qui peuvent se justifier alors que ce dernier a quand même occupé des hautes fonctions dans ce pays? Et que ce qu'il relève aujourd'hui, en tant que haut cadre de l'administration publique, il aurait pu porter justement ses préoccupations à l'attention de ses supérieurs hiérarchiques. Mais que malheureusement, non. Aujourd'hui, il est candidat et il espère avoir le bâton magique pour apporter les solutions nécessaires. Non, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de frustration. D'accord. Simplement que lorsque, par exemple, vous savez danser et vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à danser, vous avez envie de lui dire quitte la piste, je vais te montrer comment on danse. Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous voyez que ce que vous pouvez faire aisément, l'autre est coincé, mais tu as envie de dire non. C'est comme quand on joue au foot. On parle quand même de la gestion d'un pays. Il ne s'agit pas de en toute chose, d'un match de football ou d'une danse. Vous croyez qu'un match de football est plus facile? Il s'agit quand même de la gestion d'un pays. Vous pouvez remplacer au niveau du national foot. Vous croyez que c'est le foot qui est plus facile? Non, chaque être humain a des talents. C'est-à-dire nous sommes tous nés avec. Et votre talent à vous, c'est d'être président de la République pour régler les questions économiques du Gabon? Je crois avoir le talent pour, oui. Parce que ça m'amuse de voir comment les gens s'embourbent pour des choses que je peux faire. Ouais.
Mais dans le passé, si vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'on a envoyé une mission, là, il n'a pas pu aller nous défendre là-bas valablement, vous me le dites. Si vous trouvez quelqu'un qui dit que dans ses fonctions antérieures, c'était vraiment le tocard de la bande, vous me le dites. Tous les gens que j'ai accompagnés ont toujours été très contents de ce que j'ai fait comme boulot. Sauf que les 14 dernières années, malheureusement, ça n'a pas marché. Avec vous, pourtant, aux côtés de ces personnes que vous avez accompagnées. Non, mais je n'ai pas accompagné la gouvernance. Je dis au sein de l'administration fiscale. En tant que haut cadre de l'administration fiscale. Mais, oui, mais les réalités que vous évoquez, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Non, mais il faut bien comprendre, M. Agaya, que... C'est aux Gabonais qu'il faut l'expliquer. Oui, mais il faut comprendre. J'explique ça aux Gabonais à partir de vos questions. D'accord, voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute autorité administrative agit dans le cadre des compétences qui sont les siennes. C'est-à-dire que si, au niveau de votre poste, n'est-ce pas, vos fonctions, on vous dit vous êtes par exemple directeur provincial des impôts de l'Ogooué maritime, d'accord, vous avez donc les missions, les collectes de recettes de là-bas. Voilà, aucun ministre ne va vous appeler pour vous demander ce que vous pensez de la politique fiscale du Gabon. Alors, je crois que vous n'avez pas compris la question. D'accord. Je la réitère. Ça peut arriver, rappelez-moi la question. Puisque candidat aujourd'hui, oui. D'accord, vous êtes un citoyen gabonais. Il y a eu le Parlement qui a toujours existé au cours des 14 dernières années. Oui. Vous aurez pu saisir l'Assemblée nationale pour apporter votre expertise sur des questions économiques. Durant la transition, il y a eu un Parlement de transition. Oui. Rien ne vous empêchait de saisir l'Assemblée nationale en tant que citoyen gabonais pour apporter son expertise sur des questions bien précises. Pourquoi cette volonté d'apporter ce changement ne s'est pas exprimée durant ces moments-là, ces deux périodes, et vous pensez qu'elles ne peuvent s'exprimer que quand vous serez président de la République? Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi à partir de ce moment? C'est en réalité la question que j'allais poser. Bien, je vais vous répondre à partir d'un exemple. D'accord. Pris à l'étranger, notamment en France. Peut-être ça va mettre moins de passion dans cette question. Alors, vous avez François Hollande, qui était brillant au Parti socialiste, mais dont on ne confiait pas d'importantes responsabilités. Il a été longtemps maire de Corrèze, qui est une petite commune de France et tout cela. Et il est maire de Corrèze, pourquoi? Parce que Jacques Chirac, qui était un dinosaure politique, a préféré aller être maire de Paris. Mais quand ce monsieur décide de vouloir être président de la République, mais tout le monde a ri de lui. Qui n'a pas dit qu'il n'avait pas d'expérience gouvernementale? Qui n'a pas dit qu'il n'avait pas la carrure qu'il fallait? Qui n'a pas dit? Mais une fois le ministre Toscane, qui était l'espoir du Parti socialiste, s'est effondré, n'est-ce pas? Mais Hollande est venu, mais il a été président. Et les gens qui disaient qu'il n'avait pas les qualités pour être président venaient maintenant lui demander le poste de ministre. Donc, chacun sait ce qu'il vaut. Et c'est à partir de ce qu'il vaut qu'il dit « je peux faire ceci ». Après, vous soyez... permettez aux maçons d'être jugés au pied du mur. Mais si vous commencez à dire que vous ne pouvez pas, qu'est-ce qui vous permet d'apporter la preuve que je ne peux pas? Moi, je vous dis je peux. Vous n'apportez pas la preuve contraire. Mais pourquoi c'est vous qu'on doit croire et pourquoi pas moi? Moi, je fais mes preuves dans toutes les fonctions qu'on m'a confiées jusqu'à présent. Voilà, donc je ne suis pas un incapable, quelqu'un qui va dire que non, même pour les fonctions inférieures, il a échoué, et c'est la fonction suprême, c'est là-bas il va aller réussir. Mais je ne fais pas partie de ces Gabonais-là. D'accord. Alors, comment sortir le Gabon de sa dépendance à l'or noir, par exemple, si vous êtes élu président de la République, en l'état actuel des choses? Déjà, l'or noir, c'est une chance pour nous. Ce n'est pas quelque chose dont il faut s'en débattre. On a l'or noir, c'est ce que beaucoup de gens cherchent. Donc, le pétrole, quand un pays l'a trouvé, surtout nos pays sous-développés, là, les pays en voie de développement, c'est déjà une chance. Bon, avant de dire qu'on sort de la dépendance du pétrole, comment on gère d'abord les recettes pétrolières? Est-ce que vous croyez que celui qui habite au Yankat, il est fier d'être né dans un pays pétrolier? Celui qui est à Boué là-bas, je suis sûr qu'il vit mieux que celui qui est au Burkina. Est-ce qu'on peut sentir que celui qui est à Mabanda là-bas, il vit dans un pays pétrolier? Avant de dire sortir de la dépendance, Et nous sommes d'abord combien? Vous avez besoin de combien de richesses pour vous occuper de 2 millions d'habitants? Mais 2 millions d'habitants, ce n'est même pas la moitié de la population de Douala. Et vous vous lancez déjà dans des grands débats. Il ne faut pas prendre les débats parce que ces débats sont valables pour les autres.
au niveau du Gabon d'abord, est-ce que nous avons besoin même de toutes nos richesses là pour vivre? Non, on les exploite là pour les autres. On les exploite pour les autres parce que... Qui les exploite pour les autres? Mais nous, le gouvernement, parce que s'ils les exploitent pour les Gabonais, n'est-ce pas? Même le bois qui était la première ressource du président Léomba serait suffisant pour que nous ayons une amélioration de notre bien-être. Parce que les gens veulent parler de diversification de l'économie. Mais il y a des pays qui n'ont qu'une seule ressource. On sait qu'au Niger, là-bas, il n'y a que l'uranium. Donc on aurait pu avoir rien que le manganèse aussi. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a trop d'avoir et le manganèse, et l'or, et l'uranium, et le bois, tout ça exploité pour les gens qui ne mangent pas leur faim? Non, ça c'est la diversion. Revenons d'abord sur les fondamentaux. Moi ici, je vais d'abord revenir sur les fondamentaux, sur les débats urgents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un soit né dans un pays pétrolier, n'est-ce pas, et mourir de faim. C'est-à-dire que même si on ne fait pas comme la Libye le faisait, même si on ne fait pas, on ne construit pas les gratte-ciels comme Dubaï, on peut quand même nourrir les Gabonais, on peut quand même les soigner. Les Gabonais, c'est quoi? Le pays est occupé, la population du Gabon occupe quasiment 1,1% du territoire national. C'est-à-dire que toute la population du Gabon peut vivre dans la commune de Ndolé. Parce qu'à Kinshasa, là-bas, ils sont 12 millions d'habitants. Donc, vous voyez que nous, le territoire est trop vaste pour notre population. Mais les gens s'entretuent pour les terrains. Vous trouvez que ça, on a des dirigeants? Et donc, qu'allez-vous faire? Vous-même, vous trouvez ça? Qu'allez-vous faire pour allier ambition économique et justice sociale? C'est de ça dont vous parlez aussi. Monsieur Agaya, ce que nous prenons pour des chantiers d'Hercule ici, c'est des sujets que tout le monde a traités ailleurs. Les solutions sont connues. Vous croyez que le Rwanda, qui a une superficie qui est plus petite qui est comme l'Angounier, et qui a 10 millions d'habitants, ils ont fait un plan d'affectation de terre, tout le monde a la terre là-bas. Ici, les familles se détruisent pour le lopin de terre que le père a laissé ou le grand-père a laissé. Alors que quand vous partez, quand vous parcourez le Gabon, vous le voyez, la forêt à perte de vue. À perte de vue. Et donc, qu'allez-vous faire? Distribuer des parcelles de terre aux Gabonais ou alors rendre l'accessibilité à une parcelle de terre? Mais comment je peux ne pas... Comment je peux laisser des familles s'entretuer pour quelque chose qu'on a en abondance? C'est un non-sens. Moi, je ne suis pas le président des non-sens. Pour moi, je ne peux pas admettre que mes frères de Ndjolé s'entretuent alors qu'il y a toute une rive qui est inoccupée, la rive qui est occupée. Je crois que vous avez passé par Ndjolé. Dieu nous a bénis. Bien sûr. Mais comment on peut s'entretuer? Comment les familles peuvent s'entretuer? Même les problèmes sont les mêmes à Mouila là-bas. Moi, j'ai des amis qui règlent ces problèmes-là. Oh, c'était le terrain que les parents ont laissé. Est-ce que c'est le terrain qui nous manque? Je vous ai pris le Rwanda et cité en Afrique comme un exemple. Le Rwanda, je vous ai dit que je ne prends même pas le Goué-Vindo, qui est la plus grande province du Gabon. Il y a 5 provinces du Gabon qui ont une superficie plus importante que celle du Rwanda. Ils ont une population qui est presque 10 fois plus que la nôtre. Mais là-bas, tout le monde a le terrain. Ici au Gabon, même un Camerounais qui est venu hier, c'est lui qui vient vous vendre le terrain. On ne sait même pas comment acquérir des parcelles. Moi-même qui vous parle, je n'ai même pas le terrain. J'ai tout fait. Moi-même qui vous parle, j'ai tout fait. Quand j'étais directeur de la législation du contentieux, ce n'est pas un secret que je trahis. On va y aller au pas de course. Voilà. Ce n'est pas un secret que je trahis. Quand j'étais directeur de la législation du contentieux, sur les questions, les questions de fiscalité foncière, mais moi j'entends les députés dire que non, on ne peut pas payer ces impôts-là. Parce que c'est nous-mêmes qui avons créé les routes. C'est nous-mêmes qui avons amené les machines. Dans l'État, nous connaissons pour venir payer les impôts. Et l'État ne fait rien pour nous. C'est chacun qui crée sa route, c'est chacun qui crée. On nous a entendus avec, à l'époque, celui qui était directeur à l'ANUTTC. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Et depuis la transition, par exemple, qu'est-ce qui a changé sur ces questions-là? Mais la transition se comporte comme le régime PDG l'a toujours fait. Est-ce qu'il y a une différence entre la transition et le régime Bongo-PDG? C'est les mêmes qui sont en commande. Mais ce n'est pas moi qui leur fais ce grief, c'est tous les Gabonais. C'est tous les Gabonais qui voient même que les gens qu'Ali Bongo a chassés, ils reviennent en dignité. D'accord. Vous trouvez ça normal? C'est la question. Quelles sont les preuves? Est-ce que vous qui êtes de la presse, vous pouvez nous sortir aujourd'hui les preuves que ces gens-là, s'ils sont revenus, on les a fait revenir de France pour être rétablis en dignité, c'est qu'ils avaient bien construit des écoles, quand ils étaient des ministres, ils avaient bien construit des routes, ils ont fait quoi?
C'est certainement le débat que vous aurez pendant la période électorale. Et j'ai envie de vous poser une dernière question tout de même, hein, parce que de nombreux candidats au Gabon se sont souvent prononcés à l'approche des élections. D'aucuns ont même versé ces cautions hein, en millions de francs CFA. Pour le cas du 12 avril prochain, on parle de 30 millions de francs CFA. Ouais. Est-ce que Joseph Lapensée et Senghor ne finira pas par allier un autre candidat lorsqu'il se rendra compte que derrière lui, il n'y a presque même pas la moitié de la ville de Ndjolé? Moi, je suis là pour montrer aux Gabonais que d'autres Gabonais existent. Maintenant, si les Gabonais, si vous prenez les Gabonais pour un peuple maudit, qui ne sait pas faire le choix de son avenir, qui va confier son avenir aux gens qui l'ont torturé hier. Mais les Gabonais prenons leurs responsabilités. Mais moi, je sais qu'on j'irai jusqu'au bout. Même si vous êtes vous, le seul monsieur Agaï, avec moi, on ira à deux jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas l'intention d'être président de la République. Mais bon, je comprends. Voilà. Donc, non, moi, je ne vais pas soutenir X, Y, Z. D'accord. Je suis venu parce que je suis le candidat de la Nouvelle Espérance. Et ceux qui disent que votre candidature est une candidature du palais, qu'en pensez-vous? Mais qu'ils apportent la preuve. D'accord. Le palais est là, non? Qu'ils apportent la preuve. Vous croyez que pour moi, c'est facile de faire ce que je fais là? Si je cherche l'argent, si je cherche à me rapprocher du palais, mais je rentre au Ousmane, je suis fan, non? Encore que... Je rentre au Ousmane et puis j'applaudis tous les jours, et puis je dis qu'il fait des merveilles, et puis c'est facile à dire que de venir trouver des arguments scientifiques, politiques, tout ce qu'on fait là, c'est plus compliqué. Je porte un t-shirt et puis je dis oui, c'est l'homme, voilà, et le discours est tout trouvé. C'est celui qui a enlevé les bongos, celui qui a... mais alors que les bongos sont toujours là. Celui qui a enlevé le PDG alors que le PDG est toujours là. Nous retiendrons cela comme votre mot de la fin. Je rappelle que vous êtes Joseph Lapensée Senghor, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon, en vous souhaitant d'ores et déjà bonne chance pour la période de campagne qui s'ouvrira le 29 mars prochain. On espère pouvoir vous retrouver sur les plateaux de télévision pour davantage expliquer aux Gabonais votre ambition pour ce pays qui vous est très cher d'ailleurs. Merci également à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas l'émission 52 minutes pour convaincre, c'est sur Gabon 24. Au revoir.